Bon après-midi à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et je remercie le comité d'organisation de m'avoir invité pour vous parler de la douleur au cours de la maladie de Parkinson. Alors, pourquoi est-ce qu'on aborde ce thème? Est-ce que le Parkinsonien a mal? La réponse est évidemment oui. Et on le sait parfaitement et depuis bien longtemps. Et non seulement il a mal, mais il semblerait qu'il ait mal partout, comme vous pouvez le visualiser sur cette figure qui reprend les différentes localisations de la douleur chez le Parkinsonien, qu'il soit homme ou femme. Et puis, bien sûr, on le sait aussi très bien parce que partout dans le monde, les études sur ce symptôme non moteur qui est très fréquent ont retrouvé une prévalence allant de 40 à 85% des cas. Dans le cas de notre série monocentrique, nous avons été dans la fourchette inférieure puisque nous avons retrouvé que 43% de nos patients parkinsoniens souffraient de douleurs chroniques. C'est quand même un chiffre qui reste assez important. Et malgré cela, et l'impact négatif important de la douleur sur la qualité de vie de ces patients, ce symptôme reste sous-estimé par le clinicien. Alors, non pas parce qu'il ne sait pas que la douleur existe dans la maladie de Parkinson ou qu'il ne veuille pas soulager son patient, bien sûr, mais peut-être parce que les douleurs dans la maladie de Parkinson sont assez complexes et la complexité de la douleur admet plusieurs niveaux. D'abord, elle peut apparaître à n'importe quel stade de la maladie, c'est-à-dire qu'elle peut apparaître au stade prodromal de la maladie, où on voit très peu venir ces patients, ou alors au stade évolué, qui sont qualifiés actuellement de stade palliatif, où on a plus à s'occuper de problèmes moteurs compliqués et de problèmes cognitifs. En plus, on reconnaît différents syndromes douloureux au cours de la maladie de Parkinson, différents par leur cause, par leur origine, par leur siège, par leur mode évolutif aussi. La complexité peut venir aussi de l'abondance et de la diversité des échelles disponibles que l'on a parfois du mal à utiliser à bon escient. Et enfin, la complexité aussi peut venir du fait qu'il y ait différentes modalités thérapeutiques et que, certes, comme pour la symptomatologie motrice, certains signes non moteurs dont la douleur peuvent s'améliorer par les levodopa, mais la dopathérapie ne règle pas tous les problèmes et on peut commencer à peine à identifier les mécanismes qui expliquent le pourquoi de cela. Alors, sur le plan neuroanatomique, le schéma le plus admis actuellement est que les voies de la médiation de la douleur dans la maladie de Parkinson suivent deux systèmes distincts, comme vous le voyez sur cette figure, avec à votre gauche la voie latérale ou la voie du tractus spinothalamique, qui est une voie directe, rapide, où ces voies se projettent directement sur le thalamus et le cortex sensoriel primaire. Et à votre droite, la voie interne ou voie médiale, ou encore spino-réticulothalamique, qui projette aussi sur ces mêmes structures, mais aussi sur l'amygdale. Donc, il y a une implication de l'émotion, l'hippocampe. Après un relais profond dans les structures donc, profondes, et en particulier les structures mésencéphaliques. Cette voie qui est liée au système nerveux autonome semble subsister dans les dimensions aussi cognitives et affectives de la douleur. Alors, dans cette voie, plusieurs structures, comme vous l'imaginez, sont le siège de dénervation et particulièrement de dépôt de corps de Léwy. Alors, sur le plan physiopathologique maintenant, il semblerait que la conduction nerveuse, aussi bien périphérique que centrale, soit normale au cours de la maladie de Parkinson et que les anomalies, quant à elles résident dans les processus de traitement nociceptif. Alors, les anomalies dégénératives et fonctionnelles peuvent concerner soit les circuits cérébraux de la douleur, qui connaissent une perte neuronale dopaminergique, et on sait que les patients parkinsoniens qui ont donc peu ou pas de dopamine dans leur cerveau
ont un seuil de douleur plus bas que le sujet sain. Ça veut dire que dans les cerveaux qui manquent de dopamine, la douleur déclenche une activation exagérée du cortex. Et cette hypothèse est d'autant plus appuyée par le fait que on sait que la dopamine, quand elle est donnée, va moduler la perception de la douleur chez le parkinsonien, alors que chez le sujet sain, vous allez donner de la dopamine, ça ne va pas forcément aller augmenter le seuil de la douleur. Donc, d'un autre côté, à côté de cette atteinte des circuits cérébraux, il peut y avoir aussi d'autres anomalies dégénératives ou fonctionnelles qui peuvent concerner soit le tractus spinal, soit encore les nerfs et les racines périphériques. Donc, ces atteintes peuvent être soit uniques, soit mixtes ou multiples. Et c'est ce qui a amené justement à différentes étapes de classification où il y a eu d'abord la dichotomie entre douleur nociceptive et douleur neuropathique à la base de la classification physiopathologique. Et parmi les douleurs qui sont classées nociceptives, on peut citer les douleurs associées à la dystonie du OFF ou les douleurs associées à la rigidité musculaire. Et parmi les douleurs neuropathiques, de l'autre côté, on retrouve, selon cette même classification, les douleurs neuropathiques avec la composante centrale, à type de brûlure, picotement, fourmillement, etc., ou les douleurs neuropathiques de type périphérique, telles que les douleurs radiculaires. Alors, plus tard, un peu plus tard, la classification de Nègre et Pagès, elle, plutôt sépare deux concepts. D'un côté, les douleurs non liées à la maladie de Parkinson, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport avec des pathologies associées et non en rapport directement avec la maladie de Parkinson, et de l'autre, les douleurs qui sont liées à la maladie de Parkinson, qu'elles soient directement ou indirectement liées à la maladie. Par exemple, le cas de figure des maladies ostéo-articulaires qui sont aggravées par les postures anormales qu'on peut voir chez le parkinsonien. Et par rapport aux douleurs liées directement à la maladie, ça signifie qu'elles sont directement liées à l'état moteur du patient et particulièrement à l'état off, avec ou sans dystonie. Alors, cette classification a le mérite d'être simple, certainement, mais elle est peut-être même un peu trop simpliste et n'explique pas forcément tous les phénomènes douloureux que peut expérimenter un parkinsonien. C'est pour cela qu'actuellement, la classification la plus admise est celle de Ford en 2010, qui intègre en fait les deux précédentes, mais part plutôt du type clinique de la douleur. Ainsi, donc, on identifie 5 types principaux ou 5 syndromes douloureux principaux au cours de la maladie de Parkinson. Les douleurs musculo-squelettiques qui sont de loin les plus fréquentes et qui sont ressenties au niveau des muscles, par exemple les crampes, ou au niveau des articulations. Ensuite viennent les douleurs neuropathiques de type radiculaire et les douleurs de type associées à la dystonie. Ensuite, les douleurs neuropathiques de type central. Et enfin, l'acathysie, ou cette sensation bizarre ou désagréable d'impatience des jambes qui est souvent associée à cette espèce de nécessité de bouger ou le urge to move. Et en fait, on va se baser essentiellement sur cette classification pour déterminer la stratégie thérapeutique. Alors justement, avant d'aller vers la stratégie thérapeutique, quelle stratégie diagnostique entreprendre? Vous allez avoir face à vous un patient algique et il va falloir essayer d'arriver petit à petit à déterminer de quel type de douleur il s'agit. Tout repose bien sûr en premier lieu sur l'interrogatoire qui devrait rechercher activement la douleur. Il ne faut pas attendre que le patient vienne tout simplement se plaindre. Il va le faire de toute façon, mais on va aussi aller la chercher, cette douleur. Ensuite, on va essayer d'aller la classer
cette douleur. Et pour cela, on va pouvoir suivre les étapes intermédiaires qui sont proposées dans ce papier qui a été publié dans la revue Movement Disorder Clinical Practice. Et c'est un algorithme en fait assez simple qui repose sur quelques questions. Est-ce que la douleur, quelle est la relation temporelle entre la douleur et le début de la maladie? Est-ce que la douleur est modifiée en fonction de l'état moteur du patient? Est-ce que le traitement antiparkinsonien influence l'évolution de la douleur? Et finalement, de quel type clinique il s'agit au niveau de la classification de Ford. La troisième étape est aussi de pouvoir évaluer la douleur et son retentissement. Et pour cela, il faudra utiliser parmi tous ces questionnaires, je vous en ai mis quelques-uns et pas tous, le bon outil pour la bonne clinique. À titre d'exemple, le DN4, qui est un outil qu'on utilise très fréquemment pour évaluer les douleurs neuropathiques, est très, très intéressant si on a identifié une douleur neuropathique chez notre patient. Il ne l'est pas forcément pour les douleurs de type dystonique, etc. Donc, avant d'arriver, une fois cela dit, avant d'arriver au volet thérapeutique, je voulais juste vous parler des résultats des différentes études de cohorte qui ont permis de dégager les principaux facteurs déterminants de l'apparition de la douleur au cours de la maladie de Parkinson. C'est vrai qu'on voit des disparités, il ne s'agit pas de disparités en termes de fréquence uniquement, mais on a l'impression qu'il y a des disparités. Il y a des Parkinsoniens qui ont plus tendance à avoir des douleurs, alors que d'autres semblent être un peu plus préservés par rapport à ce symptôme. Alors, parmi les facteurs dits déterminants, il y a bien sûr des facteurs démographiques et cliniques qui sont essentiellement le sexe féminin, l'âge plus jeune de la maladie de Parkinson, le stade évolutif tardif de la maladie, bien sûr l'association à des symptômes dépressifs, mais on retrouve aussi des facteurs de risque génétique qui commencent à y être associés, et notamment les variations qui ont été décrites dans deux principaux gènes, le gène SCN9A et F2AH, qui ont ouvert la voie à plusieurs, voilà, qui vont plutôt ouvrir la voie à plusieurs pistes thérapeutiques peut-être un peu moins conventionnelles que ce que l'on connaît déjà. Donc, ceci étant dit, une fois identifié et évalué, quel traitement choisir pour la douleur liée au Parkinson? Eh bien, sur les études ciblées qui ont ciblé principalement la douleur au cours de la maladie de Parkinson, il n'y en a que deux qui ont été classés de niveau 1 par l'Evidence-Based Medicine Committee de la Movement Disorder Society. Et la première, c'était l'essai sur l'effet de la roticotine, cet agoniste dopaminergique qu'on retrouve sous forme de patch transdermique et qui n'existe pas encore en Tunisie, qui aurait montré une efficacité qui a été jugée insuffisante, d'autant plus que son utilisation nécessite une surveillance spécifique, donc il n'a pas été en pratique. La deuxième étude était basée sur un médicament qui est en fait une association, entre l'oxycodone, qui est un agoniste opiacé, et la naloxone, qui est un antagoniste opiacé, périphérique plutôt. Alors, cette association, ce médicament, a été jugé potentiellement utile vu son efficacité, mais à regarder de plus près et vu le risque de dépendance et surtout le scandale qui a eu lieu autour de l'utilisation de l'oxycodone, l'utilisation massive de cet opiacé stupéfiant très puissant, je ne pense pas que l'on puisse l'utiliser de sitôt en pratique clinique et que ça soit assez prudent. Donc, en fait, pour prendre en charge efficacement la douleur
chez le patient parkinsonien, il faudra savoir plutôt aller par étapes ou plutôt stratifier les différentes étapes thérapeutiques. Et cet algorithme qui a été proposé récemment, en 2019, stipule à juste titre que la première étape ou l'étape primordiale de la prise en charge est l'optimisation du traitement médicamenteux et particulièrement le traitement dopaminergique. Ici, ils mettent Best Medical Treatment of Motor and Non-Motor Symptoms. Et évidemment que cette option pourrait résoudre pas mal de choses. Et puis, en deuxième étape, pour ce qui restera non amélioré par cette première étape, s'il s'agit de douleurs nociceptives, il propose de suivre tout simplement les paliers dentalgiques à 3 niveaux. Et c'est-à-dire commencer par les antalgiques simples ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens, puis passer éventuellement au niveau 2 et en troisième lieu, passer aux opioïdes. Et si par contre il s'agit de douleurs neuropathiques, il propose de privilégier les antidépresseurs, et s'il vous plaît, pas les tricycliques, et les antiépileptiques de nouvelle génération, avec la possibilité de les associer dans un premier temps avant de passer en troisième lieu aux opioïdes. Et plus récemment encore, au courant de cette année, Karnik et collaborateurs viennent de publier cet autre algorithme qui confirme la proposition précédente de traiter par étapes, mais qui se base cette fois-ci sur la classification clinique de Ford et qui m'a semblé beaucoup plus adaptée comme abord. Donc, après l'optimisation du traitement, pour le coup, là, médicamenteux et non médicamenteux, et si on est face à des douleurs neuropathiques, là, dans leur algorithme, ils suggèrent en premier lieu d'utiliser la duloxétine, le Cymbalta, encore un IRS, encore un médicament qui n'est pas disponible en Tunisie, mais les médicaments, les IRS, en particulier la venlafaxine, peut tout à fait aider dans ce sens. Ils ne mettent pas les antiépileptiques de nouvelles qui n'ont pas fait leur preuve d'efficacité dans des études contrôlées et randomisées. Ils disent qu'on peut considérer l'association du safinamide, qui est un autre médicament dont on ne dispose pas encore, c'est un agoniste, c'est un antiparkinsonien qui a une action par plusieurs types d'actions, en fait, entre autres une action inhibitrice de la monoamine oxydase B. Est-ce que c'est par ce biais-là qu'il a un effet antalgique ou pas? On ne sait pas parce qu'on ne connaît pas vraiment comment agit ce médicament. Alors, s'il s'agit de douleurs musculo-squelettiques, pareil que pour la même première proposition, on passe par les antalgiques selon les 3 paliers habituels recommandés par l'OMS. Pour les douleurs dystoniques, il propose d'utiliser la toxine botulique, bien sûr quand il s'agit d'une dystonie focale, ça peut aider. Et pour les douleurs centrales, si le patient est stimulé, il préconise, avant de rajouter des traitements, d'ajuster ou d'améliorer le réglage des patients. Donc, pour conclure, j'espère que vous avoir convaincu, si vous ne l'étiez pas déjà, de l'importance d'identifier le phénotype de la douleur avant d'envisager les différents traitements antalgiques chez les parkinsoniens. Il est vrai que nos patients souffrent et souvent pas en silence d'ailleurs, donc il faudra les écouter et même si on s'auto-rassure, du moins moi-même, en rabâchant toujours que le patient parkinsonien n'est jamais satisfait, on gagnera peut-être à essayer d'être aussi efficace en allégeant leur douleur
qu'on l'est en les améliorant sur le plan moteur. Merci pour votre attention. Je serai ravie de recevoir vos questions et commentaires.